Je m'appelle Émilie Moreau, une femme de 38 ans dont la vie, vue de l'extérieur, semble sortie tout droit d'un tableau idyllique parisien. J'habite dans un appartement haussmannien spacieux du 16e arrondissement, avec ses hauts plafonds moulurés, ses parquets qui craquent sous les pas et ses balcons offrant une vue imprenable sur les toits ancés de la capitale. Chaque matin, je me réveille au son des klaxons lointains et du chant des pigeons sur les rebords de fenêtres, un rituel qui me rappelle que je suis ancrée dans cette ville effervescente, Paris, où l'ambition et le glamour se mêlent comme le café au lait dans une tasse fumante. Professionnellement, je suis avocate spécialisée en droit des affaires au sein du cabinet Lefebvre et Associés, un bastion de prestige niché à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Mon bureau, avec ses étagères chargées de dossiers reliés en cuir et une vue sur l'avenue des Champs-Élysées, est le théâtre de mes batailles quotidiennes. Je négocie des fusions d'entreprises multinationales, décortique des contrats complexes jusqu'aux petites heures de la nuit, et savoure la satisfaction d'une victoire en cours qui fait trembler les conseils d'administration. Mes collègues m'envient souvent ma ténacité, cette capacité à transformer un dossier épineux en une stratégie imparable. Émilie, tu es une lionne, me dit souvent mon associé principal, avec un clin d'œil approbateur. Et pourtant, derrière cette façade de réussite, je sens parfois le poids de l'équilibre précaire entre ma carrière et ma vie personnelle. Et ma famille est au cœur de cette existence en apparence parfaite. Mon mari, Antoine, est un banquier prospère chez une grande institution financière de la défense. À 42 ans, il arbore ce charisme magnétique qui fait tourner les têtes lors des soirées mondaines, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, costume sur mesure Hugo Boss, et un sourire qui pourrait vendre des obligations d'État à un mendiant. Nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, lors d'un gala de charité au Louvre, où il m'a séduite avec son esprit vif et ses anecdotes sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, il est le pilier de notre foyer, du moins en surface. Nos 2 enfants, Louise et Julien, âgés respectivement de 10 et 8 ans, sont la lumière de mes jours. Louise, avec ses boucles blondes et son tempérament artiste, passe ses après-midi à dessiner des scènes parisiennes imaginaires, tandis que Julien, petit explorateur en herbe, collectionne les cartes postales de monuments et rêve de devenir architecte comme son grand-père. Notre routine est bien huilée, comme une mécanique suisse finement réglée. Les matins commencent par un petit déjeuner familial dans la cuisine ensoleillée, croissants frais de la boulangerie du coin, jus d'orange pressé, et des discussions animées sur les devoirs ou les plans du week-end. Antoine prépare souvent le café, avec ce geste précis qui le caractérise, versant la boisson noire dans ma tasse préférée ornée d'un motif floral. Pour ma femme ambitieuse, dit-il en souriant, et je ris, sentant une chaleur familière m'envahir. Ensuite, je dépose les enfants à l'école privée du quartier, un établissement élitiste où les uniformes impeccables et les cours de latin rappellent l'excellence française. Puis, direction le cabinet, où je plonge dans un tourbillon de réunions et de négociations. Les soirées sont tout aussi structurées. Souvent, nous dînons en famille autour d'une table dressée avec soin, une bouteille de Bordeaux décantée, des plats préparés par notre aide ménagère, Marie, qui connaît nos goûts par cœur. Antoine raconte ses journées à la banque, exagérant les drames des fluctuations boursières pour amuser les enfants, qui l'écoutent les yeux écarquillés. Moi, je partage des anecdotes anonymisées de mes clients, veillant à ne pas trahir le secret professionnel. Les week-ends, nous filons à Deauville, dans notre maison secondaire face à la Manche. Là, les enfants courent sur la plage, ramassant des coquillages tandis qu'Antoine et moi marchons main dans la main, le vent salé fouettant nos visages. C'est ça, le bonheur, Émilie, murmure-t-il parfois, et je hoche la tête, convaincu que notre vie est un modèle de stabilité. Mais sous cette couche de normalité polie, une tension sournoise commence à s'insinuer, comme une fissure invisible dans un vase de cristal. Cela débute par de petites remarques, anodines au premier abord, mais qui s'accumulent comme des gouttes d'eau creusant la pierre. Un soir, après une journée particulièrement intense où j'ai bouclé un accord majeur avec un client américain, je rentre tard, les épaules lourdes mais le cœur gonflé de fierté. Antoine est assis dans le salon, un verre de whisky à la main, fixant l'écran de son ordinateur. Encore une soirée seule avec les enfants, lâche-t-il d'un ton neutre, sans lever les yeux. Je m'excuse, expliquant l'urgence du dossier, mais il hausse les épaules. Tu es trop ambitieuse, Émilie. Ça empiète sur notre famille. À quoi bon tous ces succès si on ne se voit plus? Ces mots me piquent, mais je les balaie d'un rire forcé, me disant que c'est la fatigue qui parle. Pourtant, ces pics se multiplient.
Lors d'un dîner avec des amis communs, dans un restaurant étoilé de la rue Saint-Honoré, Antoine vante mes accomplissements professionnels avec enthousiasme. Ma femme est une star du barreau. Elle a gagné contre ce géant de l'industrie la semaine dernière. Les invités applaudissent, et je rougis de plaisir. Mais plus tard, dans la voiture qui nous ramène chez nous, il change de ton. Ne te laisse pas monter la tête avec ces compliments. Souviens-toi, c'est moi qui gère les finances de la maison. Sans ça, ton cabinet ne tiendrait pas. Je fronce les sourcils, surprise par cette pointe d'aigreur. C'est pour te soulager, ma chérie, ajoute-t-il en posant une main sur ma cuisse, et je souris faiblement, attribuant cela à une mauvaise journée. Antoine a toujours insisté pour s'occuper de nos comptes. Laisse-moi faire, tu as assez de stress au travail, dit-il avec ce sourire protecteur qui m'a autrefois charmé. Au début, cela me convenait, après tout, il est banquier, expert en la matière. Mais dernièrement, je remarque sa précision maniaque. Il vérifie chaque dépense, questionne un achat de robe pour un gala ou un abonnement à une revue juridique. C'est pour notre bien, pour sécuriser l'avenir des enfants, murmure-t-il en consultant les relevés bancaires sur son iPad, tard le soir. Je hoche la tête, mais au fond de moi, une petite voix commence à chuchoter que quelque chose cloche. Pourquoi cette surveillance accrue? Est-ce vraiment de la prudence, ou y a-t-il autre chose? La mort récente de mon père a amplifié cette malaise subtile. Mon père, un industriel à la retraite, m'a légué une fortune substantielle, des propriétés en Provence, des actions en bourse, et un compte offshore bien garni. C'était un homme discret, qui avait bâti son empire à force de travail acharné, et son testament reflétait son amour pour moi, sa fille unique. Antoine a immédiatement proposé de tout gérer. Je m'en occupe, Émilie. Tu es encore en deuil, concentre-toi sur ton travail et les enfants. J'ai accepté, reconnaissante, mais maintenant, je sens une ombre planer. Il parle souvent de « notre héritage », comme si c'était déjà intégré à nos actifs communs, et évite les détails quand je pose des questions. Fais-moi confiance, dit-il avec un baiser sur le front. Nos soirées, autrefois havre de paix, deviennent des moments d'apparence harmonieuse mais teintés de rire forcé. Nous sirotons du vin rouge, un château Margaux qu'il choisit toujours, discutons de banalités, mais je perçois son regard froid quand je mentionne un nouveau projet au cabinet. Comme si mon indépendance le menaçait, comme si ma réussite jetait une ombre sur la sienne. Je l'ignore, me convainquant que c'est passager, que le stress de son boulot à la banque le rend irritable. Mais le malaise grandit, telle une ombre qui s'allonge au crépuscule sur les boulevards parisiens. Lors d'une promenade dominicale au jardin des Tuileries, main dans la main avec les enfants qui courent devant, il lâche soudain, peut-être que tu devrais ralentir ta carrière. Pour nous. Je souris, mais intérieurement, une alarme retentit faiblement. À la vie continue, rythmée par les klaxons de Paris, les rires des enfants et les dîners élégants. Pourtant, la tension monte imperceptiblement, comme un orage qui se prépare au loin sur la Seine. Les eaux calmes du fleuve reflètent les lumières de la ville, mais sous la surface, des courants sombres tourbillonnent. Je me dis que ce n'est rien, que notre couple est solide, forgé dans l'amour et le temps. Mais cette petite voix intérieure persiste, murmurant que derrière les façades haussmanniennes, les secrets se cachent, prêts à éclater. Et tandis que je m'endors chaque nuit, blotti contre Antoine, je ne peux m'empêcher de sentir que l'équilibre précaire de notre existence est sur le point de basculer. C'était un soir d'automne pluvieux, où les feuilles jaunies des marronniers du boulevard s'accrochaient encore aux branches, défiant le vent froid qui balayait Paris. J'avais passé une journée harassante au cabinet Lefebvre et Associés, négociant un contrat épineux avec un client japonais qui refusait de céder sur les clauses de confidentialité. Mes épaules étaient tendues, mon esprit encore embué par les arguments juridiques que j'avais débités pendant des heures, mais j'aspirais à la chaleur de notre appartement, à un verre de vin et au bras d'Antoine. En poussant la lourde porte cochère de notre immeuble haussmannien, je sentais l'humidité s'infiltrer dans mes escarpins, et je montais les escaliers en marbre, impatiente de me délester de ma journée. Lorsque j'entrai dans l'appartement, l'air était imprégné de l'odeur du dîner que Marie avait préparé, un bœuf bourguignon mijoté, avec ses arômes de vin rouge et d'herbes fraîches qui flottaient depuis la cuisine. Les enfants étaient déjà couchés, leurs chambres éclairées par les veilleuses en forme d'étoiles que Louise adorait. Je posai mon sac à main sur la console de l'entrée, orné d'un vase de roses rouges qu'Antoine m'offrait chaque semaine, et je me dirigeai vers le salon.
La lumière tamisée des lampes halogènes projetait des ombres douces sur les meubles design, et au loin, par la fenêtre, la tour Eiffel scintillait comme un phare dans la nuit, rappelant que nous vivions au cœur de la ville lumière. Antoine était dans son bureau attenant, une pièce aux murs tapissés de livres de finances et d'un tableau abstrait que nous avions acheté ensemble lors d'un voyage à New York. Je l'entendis rire au téléphone, un rire bas, complice, teinté d'une douceur que je ne lui connaissais pas avec moi, du moins, depuis longtemps. C'était un son intime, presque murmuré, comme s'il partageait un secret avec quelqu'un de cher. Mon cœur se serra légèrement, mais je me dis que c'était sans doute un collègue, une blague sur les marchés boursiers. Je m'approchai de la porte entrebâillée, et au moment où mon ombre se profila, il raccrocha abruptement, le clic du téléphone résonnant dans le silence soudain. Qui était-ce ? Demandai-je innocemment, en entrant avec un sourire fatigué, espérant qu'il m'inviterait à m'asseoir sur ses genoux comme autrefois. Et elle pivota sur sa chaise en cuir, son visage passant d'une expression détendue à une neutralité forcée. Un client, rien d'important. Son ton était sec, défensif, comme si ma question l'avait irrité. Il se leva, rangea son portable dans sa poche et vint m'embrasser sur la joue, un baiser distrait qui effleura à peine ma peau. Tu rentres tard ce soir. Les enfants ont mangé sans toi. Je hochai la tête, sentant une pointe de culpabilité m'envahir, même si je savais que c'était injuste. Le dossier Tanaka a pris plus de temps que prévu. Mais c'est bouclé maintenant. J'essayais de changer de sujet, de raviver la complicité. Et toi, ta journée ? Il haussa les épaules, se dirigeant vers la cuisine pour se servir un verre de scotch. Rien de spécial. Des réunions interminables. Mais ses yeux évitaient les miens, et je remarquai que ses mains tremblaient légèrement en versant le liquide ambré. Ce fut le premier craquement dans la glace, un signe subtil que quelque chose clochait, mais je le chassai de mon esprit, attribuant cela à la fatigue. Le lendemain matin, alors que j'étais seul dans l'appartement, Antoine partit tôt pour la banque, les enfants à l'école, je décidai de vérifier un email professionnel sur son ordinateur, laissé ouvert sur le bureau comme souvent. C'était une habitude chez nous, pas de mot de passe entre époux, une confiance supposée. Mais en cliquant sur le navigateur, une fenêtre de messagerie instantanée s'afficha, un message non lu clignotant, « Je t'attends ce soir, mon amour. » Sophie. Mon cœur s'emballa, cognant contre ma poitrine comme un oiseau piégé. Sophie ? Sa secrétaire, cette jeune femme aux cheveux auburn et au sourire éclatant que j'avais rencontrée lors d'une fête d'entreprise ? Le message était accompagné d'un emoji cœur, et en remontant la conversation, je vis des échanges anodins mais teintés d'une familiarité troublante. Pense à moi pendant ta réunion, ton parfum me manque déjà. Je refermai l'ordinateur d'un geste brusque, les mains tremblantes. Était-ce possible ? Antoine, mon mari fidèle, le père de mes enfants, en train de flirter ou pire avec sa subordonnée ? Je passai la journée au cabinet dans un brouillard, mes plaidoiries mécaniques, mon esprit revenant sans cesse à ce message. Le soir venu, je ne pus me retenir. Dans notre salon, éclairé par les lumières de la tour Eiffel qui scintillaient au loin comme des étoiles moqueuses, je le confrontai. Les enfants couchés, nous étions assis sur le canapé en velours, un verre de vin à la main. Antoine, qui est Sophie pour toi ? Lâchai-je, ma voix plus calme que je ne l'étais intérieurement. Et elle posa son verre, feignant la surprise. Sophie ? Ma secrétaire, pourquoi ? J'ai vu un message sur ton ordinateur. Je t'attends ce soir, mon amour. Son visage pâlit un instant, puis il éclata de rire, un rire forcé qui sonnait faux. C'est une erreur, Émilie. Juste une collègue qui exagère. Elle est un peu excentrique. Je vais lui en parler. Il se leva, me prit dans ses bras, m'embrassant tendrement sur les lèvres, son corps pressé contre le mien comme pour effacer le doute. Tu sais que je t'aime, toi seul. Ces mots étaient doux, persuasifs, et je me laissai convaincre, me sentant coupable d'avoir douté. Peut-être étais-je paranoïaque, après tout. Le stress du travail, la fatigue, mais les signes s'accumulèrent, insidieux, comme des gouttes de pluie annonçant l'orage. Des absences inexpliquées, je dois rester tard au bureau, un dossier urgent. Des parfums étrangers sur ses chemises, un mélange floral, sucré, qui n'était pas le mien. Des regards fuyants lors des dîners familiaux, où il pianotait sur son téléphone sous la table, un sourire discret aux lèvres.
Il devint plus contrôlant, critiquant mes tenues avec une acidité nouvelle. Un matin, alors que je m'habillais pour une audience importante, portant une jupe crayon noire et un chemisier en soie, il fronça les sourcils. « Tu es avocate, pas mannequin. Ça fait vulgaire, cette tenue. Change-toi. » Ces mots me blessèrent, mais je ris pour masquer ma gêne, optant pour un tailleur plus austère. « Tu as raison, c'est mieux comme ça. » Intérieurement, une fissure se creusait, une faille dans la confiance que j'avais en lui, en nous point lors d'un dîner avec des amis, dans un bistrot chic du Marais, l'ambiance était joyeuse, rires, verre tintant, anecdotes partagées. Je racontais une victoire récente au tribunal, décrivant comment j'avais démonté l'argumentation adverse avec une preuve irréfutable. Les invités étaient captivés, applaudissant même. Mais Antoine m'interrompit abruptement, Émilie exagère toujours ses victoires. C'était une affaire banale, rien de plus. Son ton était léger, mais ses yeux durs. Les rires fusèrent autour de la table, et je joignis le mien, forcé, sentant mes joues rougir. Pourquoi minimisait-il mes succès? Était-ce de la jalousie, ou quelque chose de plus sombre? Parallèlement, il manipulait subtilement nos finances, transférant des fonds sans me consulter, sous prétexte de protéger notre avenir. Un soir, en vérifiant notre compte joint, chose que je faisais rarement, lui laissant la main, je remarquai des virements vers un compte inconnu. C'est pour un investissement sécurisé, expliqua-t-il quand je l'interrogeai, avec ce sourire rassurant qui masquait une condescendance. Ne t'inquiète pas, je gère tout. Mais je sentais la trahison poindre, comme un poison lent qui s'infiltrait dans mes veines, altérant ma perception de notre couple. Pourtant, par amour pour nos enfants, Louise avec ses dessins innocents, Julien avec ses questions curieuses sur le monde, je taisais mes soupçons, espérant que ce n'était qu'une phase passagère. Peut-être une crise de la quarantaine, me disais-je en me couchant à ses côtés, sentant son corps chaud mais distant. La tension grandissait, un nœud serré dans ma poitrine, et je commençais à douter de moi-même, me demandant si je n'étais pas paranoïaque. Les nuits devenaient agitées, hantées par des rêves où Antoine s'éloignait dans les rues pluvieuses de Paris, main dans la main avec une ombre nommée Sophie. Le vent d'automne dehors fouettait les fenêtres, comme un avertissement que l'orage approchait, inéluctable. Chaque jour, je me levais avec une détermination feinte, me maquillant devant le miroir de la salle de bain, effaçant les cernes sous mes yeux. Tout va bien, me murmurais-je, mais au fond, la fissure s'élargissait, menaçant de briser le fragile édifice de notre vie. Antoine, avec son charisme habituel, continuait à jouer le rôle du mari parfait en public. Compliments lors des soirées, cadeaux surprises comme ce collier en or qu'il m'offrit un soir, pour te rappeler combien tu comptes. Mais en privé, les critiques s'aiguisaient, comme des lames affûtées. Tu passes trop de temps au téléphone avec tes collègues masculins, lâcha-t-il un jour, en feuilletant un magazine. Ça pourrait prêter à confusion. Je sentais son contrôle s'étendre, comme une toile d'araignée invisible, m'enserrant peu à peu. Les parfums sur ses chemises persistaient, les absences se multipliaient, un voyage d'affaires à Lyon, rien de plus, et les messages que je surprenais parfois sur son écran verrouillé, des cœurs, des baisers virtuels. Pourtant, quand je tentais d'aborder le sujet, il balayait tout d'un revers de main, m'embrassant pour me faire taire. Tu imagines des choses, ma chérie. Laisse-moi m'occuper de nous. La tension montait, un crescendo subtil qui me rongeait de l'intérieur. Je marchais le long de la Seine lors de mes pauses déjeuner, observant les couples enlacés sur les ponts, me demandant si notre amour n'était qu'une illusion. Le fleuve coulait, impassible, emportant avec lui mes doutes naissants. Mais il revenait, plus fort, comme des vagues déferlantes. Étais-je en train de perdre l'homme que j'aimais, ou l'avais-je jamais vraiment connu? L'automne parisien, avec ses pluies incessantes et ses feuilles mortes piétinées, semblait refléter mon âme, belle en surface, mais pourrissante en profondeur. Malgré tout, je tenais bon, pour les enfants, pour l'image de notre famille parfaite. Mais au fond de moi, le poison de la trahison s'insinuait, altérant chaque moment partagé. La nuit, allongé près de lui, j'écoutais sa respiration régulière, me demandant ce qu'il cachait derrière ses paupières closes. La tour Eiffel, visible depuis notre chambre, clignotait au loin, un phare ironique dans l'obscurité grandissante de notre mariage. C'était un lundi matin pluvieux, de ceux où Paris semble enveloppé dans un voile grisâtre, les gouttes tambourinant sans relâche sur les toits en zinc et les pavés luisants.
Le ciel bas pesait sur la ville comme un couvercle de plomb, et l'air était chargé d'une humidité froide qui s'infiltrait jusque dans les os. J'étais au cabinet Lefebvre et associé depuis l'aube, plongé dans un dossier complexe impliquant une fusion entre deux géants de l'industrie pharmaceutique. Mon bureau, avec ses piles de documents annotés et l'écran de mon ordinateur affichant des tableaux de données financières, était mon sanctuaire, un lieu où je me sentais en contrôle, puissante. Le téléphone sonna à 11 heures précises, brisant le silence studieux. C'était Antoine, sa voix inhabituellement tendue à l'autre bout du fil. « Émilie, rejoins-moi chez le notaire à midi. C'est urgent. Ne pose pas de questions, viens juste. » Intrigué, un frisson d'appréhension me traversa. Antoine n'était pas du genre à dramatiser sans raison, ses appels étaient d'habitude concis, professionnels, comme tout chez lui. J'annulai mes rendez-vous de l'après-midi d'un email rapide à ma secrétaire, prétextant une urgence familiale. Mon cœur battait un peu plus fort tandis que je rangeais mes affaires, enfilant mon manteau Burberry imperméable et attrapant mon parapluie. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, transformant les trottoirs en miroirs reflétant les lumières des vitrines. Je hélai un taxi sur l'avenue des Champs-Élysées, les essuie-glaces balayant furieusement le pare-brise alors que nous filions vers la place Vendôme. Le bureau notarial se dressait dans un immeuble ancien, aux façades ornées de sculptures baroques, un bastion de discrétion et de formalité où les fortunes se transmettaient dans le murmure des plumes sur le papier. Je poussai la lourde porte en bois verni, l'odeur de vieux livres et de cire d'abeille m'accueillant comme un présage. Une secrétaire aux lunettes cerclées d'or me guida vers une salle de réunion au fond du couloir, ses talons claquant sur le parquet ciré. Lorsque j'entrai, l'atmosphère me frappa comme un mur invisible, lourde, chargée d'une tension palpable. La pièce était spacieuse, aux boiseries sombres sculptées de motifs floraux, éclairées par des lustres en cristal qui diffusaient une lumière jaunâtre. Au centre trônait une longue table en acajou poli, entourée de chaises à haut dossier où étaient assis 8 individus, des hommes et des femmes d'âge mûr, aux visages anguleux et au regard calculateur. Je les reconnus vaguement, des cousins d'Antoine, des branches éloignées de sa famille bourgeoise, que j'avais croisés lors de rares réunions familiales en province. Antoine était là, debout à la tête de la table, vêtu d'un costume gris anthracite impeccablement taillé, son alliance brillant sous la lumière comme une ironie cruelle. Son sourire était froid, dépourvu de la chaleur habituelle qu'il affichait en public, c'était un rictus triomphant, presque carnassier. À ses côtés, Sophie, sa secrétaire ou plutôt, sa maîtresse présumée, comme mes soupçons l'avaient murmuré ces dernières semaines. Elle était perchée sur une chaise, ses jambes croisées avec élégance, tapotant frénétiquement sur son téléphone portable. Ses ongles manicurés, peints en rouge vif, cliquetaient sur l'écran, et un sourire discret étirait ses lèvres glossées. Elle portait une robe moulante noire, trop sophistiquée pour une simple employée, et ses cheveux auburn cascadaient en boucles parfaites sur ses épaules. Les 8 héritiers applaudirent quand Antoine prit la parole, un applaudissement poli mais chargé d'une avidité sous-jacente, comme s'il assistait à un spectacle bien rodé. « Émilie, assieds-toi » ordonna-t-il d'une voix basse, autoritaire, sans un bonjour ni un regard affectueux. Je m'exécutai, les jambes flageolantes, sentant tous les yeux rivés sur moi. Le notaire, un homme âgé aux cheveux blancs et au visage impassible, était assis à l'extrémité de la table, un dossier épais ouvert devant lui. Antoine se pencha vers moi, ses yeux vers ses yeux qui m'avaient autrefois séduite maintenant durs comme de l'acier. « Signe l'abandon de succession, Émilie. Tu ne mérites rien de ma famille. » Ces mots me transpercèrent comme un couteau chauffé à blanc, lacérant mon cœur avec une précision chirurgicale. Ma famille ? L'héritage de mon père, qu'il avait présenté comme provenant de ses propres parents ? Le choc me paralysa un instant, l'air semblant se raréfier dans la pièce. Il me tendit les documents, une liasse de papiers officiels couverts de tampons et de signatures préliminaires, sifflant entre ses dents. « Tu as 5 minutes. Ne fais pas d'histoire. » Humilié, je sentis une vague de chaleur monter à mes joues, mes mains tremblant en saisissant le stylo que le notaire me tendit. Les regards moqueurs des héritiers pesaient sur moi comme des chaînes, leurs murmures étouffés. Enfin, elle signe, elle n'a jamais été des nôtres, bourdonnant à mes oreilles comme un essaim d'abeilles venimeuses. Sophie, sans lever les yeux de son téléphone, comptait déjà les millions sur son écran, ses doigts volant sur une calculatrice virtuelle, un petit rire sous cape échappant de ses lèvres. Elle leva la tête un instant, croisant mon regard avec une satisfaction évidente,
comme si elle savourait ma déchéance. Les applaudissements reprirent, sporadiques mais enthousiastes, transformant cette scène en un théâtre grotesque où j'étais la protagoniste involontaire, la bouffonne exposée à la risée publique. Puis, le coup de grâce, Antoine, sans une once de remords, se tourna vers Sophie et l'embrassa devant tous. Un baiser passionné, possessif, ses mains encadrant son visage tandis que leurs lèvres se scellaient dans un geste qui confirmait mes pires craintes. Les héritiers applaudirent de plus belle, certains riant ouvertement, comme si c'était la conclusion triomphale d'une comédie bien orchestrée. Le monde autour de moi se brouilla, les larmes montant inexorablement, mais je les ravalai avec une force que je ne me connaissais pas. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir brisée. Au lieu de cela, je signai chaque page avec un sourire forcé, feignant l'indifférence, mon stylo glissant sur le papier comme si c'était une formalité banale. Chaque paraphe était une trahison envers moi-même, un abandon de ma dignité, mais je le fis, le cœur en miettes, l'esprit hurlant en silence. Le notaire, impassible comme une statue de marbre, ferma le dossier avec un claquement sec, scellant mon humiliation. C'est fait, déclara-t-il d'une voix neutre, sans un regard de compassion. Je me levai, les jambes engourdies, et quittai la pièce sous les murmures triomphants des héritiers, leurs voix se fondant en un chœur moqueur qui résonnait dans le couloir. Dehors, la pluie parisienne m'accueillit comme une vieille amie compatissante, les gouttes se mêlant aux larmes que je ne pouvais plus retenir. Je marchais sans but sur la place Vendôme, les vitrines des joailliers de luxe quartier, Van Cleef se moquant de moi avec leurs diamants étincelants, symbole d'une opulence que j'avais cru partager. L'humiliation me submergea alors, une vague dévastatrice qui balaya tout sur son passage. Comment ai-je pu laisser cela arriver? Comment avais-je pu être si aveugle, si confiante en cet homme qui m'avait manipulée avec une précision diabolique? Mon monde s'effondrait, les fondations de notre mariage amour, confiance, partenariat réduit en poussière. La trahison publique me rongeait comme un acide, corrodant mon estime de soi, me laissant vide, exposé. Je hélai un taxi pour rentrer chez nous, non, chez lui désormais, et une fois dans l'appartement désert, je m'effondrai sur le canapé du salon, les sanglots secouant mon corps comme des convulsions. Les enfants étaient à l'école, Marie partit faire les courses, j'étais seule avec ma douleur, un vide abyssal aspirant toute ma confiance, toute ma force. Cette scène, gravée en moi comme une cicatrice indélébile, marqua le début de ma chute émotionnelle. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de souvenirs, nos rires partagés lors de notre lune de miel à Venise, les naissances de Louise et Julien, les dîners intimes où ils me juraient un amour éternel. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Sophie, avec son rire étouffé et ses calculs avides, incarnait la réalité crue de sa duplicité. Je repensais à ses absences, à ses critiques voilées, à son contrôle financier. Tout s'emboîtait maintenant, un puzzle macabre dont j'étais la pièce sacrifiée. Dehors, la pluie continuait à tomber, lavant les rues de Paris mais pas mon âme souillée. Je me recroquevillais sur moi-même, sentant pour la première fois la profondeur de sa manipulation, un abîme qui menaçait de m'engloutir. Mais au fond de cet océan de désespoir, une étincelle minuscule persistait, la rage, la détermination à ne pas sombrer. Pourtant, pour l'instant, je laissais les larmes couler, un torrent libérateur qui emportait les illusions d'une vie parfaite. La tour Eiffel, visible au loin par la fenêtre embuée, clignotait indifférente, témoin muet de ma déroute. Combien de temps resterais-je ainsi, brisé? L'humiliation n'était pas seulement publique, elle était intime, viscérale, et elle venait de redéfinir qui j'étais. Les minutes s'étirèrent en heures, et je restai prostré, le téléphone vibrant de messages ignorés, probablement Antoine, savourant sa victoire. Mais je ne répondis pas. Pas encore. La pluie martelait les vitres, un rythme hypnotique qui berçait ma douleur, et je me promis, dans un murmure étouffé, que ce n'était pas la fin. C'était le début d'autre chose, d'une renaissance forgée dans le feu de la trahison. Mais pour l'heure, je pleurais, laissant l'humiliation me consumer, afin de renaître des cendres. Les jours suivant l'humiliation chez le notaire se fondirent en un brouillard épais, un voile de grisaille qui enveloppait mon esprit comme les nuages bas qui pesaient sur Paris en cette fin d'automne. Notre appartement haussmannien, autrefois havre de paix avec ses moulures élégantes et ses cheminées en marbre, me semblait maintenant une prison dorée, vide et résonnante. Les enfants, Louise et Julien, étaient à l'école, leurs rires absents laissant place à un silence oppressant qui amplifiait chaque tic-tac de l'horloge ancienne dans le salon. Antoine, lui, était parti tôt le matin,
prétextant une réunion à la banque, mais je savais, ou du moins, je commençais à soupçonner qu'il rejoignait Sophie, cette ombre qui avait envahi notre vie comme un poison insidieux. Je l'imaginais avec elle, dans un café discret du quartier latin, leurs mains enlacées sous la table, riant de ma naïveté. J'y m'assis à mon bureau dans la chambre d'amis, que j'avais transformé en espace de travail personnel, entouré de piles de dossiers juridiques oubliés et d'une tasse de thé froid que Marie avait préparée avant de partir. Mes mains tremblaient encore en relisant les documents que j'avais signés sous la contrainte, ces pages froissées couvertes d'une encre bleue qui semblait se moquer de moi. Chaque paragraphe, chaque clause légale, déroulait l'ampleur de la trahison comme un fil d'Ariane menant à un labyrinthe de mensonges. Ce n'était pas seulement une infidélité charnelle, un adultère banal que l'on pouvait pardonner avec le temps, non, c'était une manipulation calculée, froide, destinée à me dépouiller non seulement de mon héritage, mais de ma dignité, de mon identité même. Antoine avait orchestré cela avec la précision d'un stratège financier, transformant notre mariage en une transaction où j'étais l'actif à liquider. J'y repensais aux signes, ces indices subtils que j'avais ignorés, balayés sous le tapis de la routine quotidienne comme des miettes sur une nappe immaculée. Ces critiques constantes, déguisées en conseils bienveillants, « Tu es trop ambitieuse, Émilie, ça te rend distante. » Ou encore, lors de nos dîners en tête-à-tête, quand il scrutait mon assiette avec un regard réprobateur, « Tu devrais faire attention à ta ligne, ma chérie, pour rester attractive. » Ces mots, qui m'avaient autrefois fait douter de moi, prenaient maintenant une teinte sinistre, révélant un pattern de contrôle émotionnel. Son emprise sur nos finances, qu'il justifiait par son expertise de banquier, n'était qu'un outil pour m'isoler, me rendre dépendante. Les virements mystérieux, les comptes joints qu'il gérait seul, les factures qu'il payait sans me consulter, tout cela formait un réseau de fils invisibles me retenant captive. Comment ai-je pu être si aveugle, murmurai-je à moi-même, ma voix se brisant dans le silence de la pièce. Les larmes montèrent à nouveau, chaudes et salées, traçant des sillons sur mes joues. Je me levai, marchant de long en large sur le parquet qui craquait sous mes pas, comme si le sol lui-même protestait contre cette injustice. De la fenêtre, je voyais la Seine couler en contrebas, ses eaux troubles reflétant les ponts illuminés, un miroir déformé de ma propre confusion. J'avais toujours été une femme forte, une avocate redoutée qui démontait les arguments adverses avec une logique implacable. Comment avais-je laissé cet homme, que j'aimais ou croyais aimer, me réduire à une ombre d'elle-même? Dans un sursaut de clarté, je décidai d'agir. Je composai le numéro de mon avocat personnel, M. Bertrand Duval, un vieil ami de mon père que celui-ci m'avait recommandé dans ces derniers mois, quand la maladie le rongeait. « Émilie, ma chère, que se passe-t-il » répondit-il d'une voix chaude, paternelle, qui contrastait avec le froid qui m'envahissait. Je lui racontai tout, l'humiliation chez le notaire, la signature forcée, les applaudissements moqueurs, le baiser public avec Sophie. Les mots sortaient en torrents, entrecoupés de sanglots, comme si je vidais un abcès purulent. Il m'écouta patiemment, sans interrompre, et quand je terminai, il y eut un silence lourd à l'autre bout du fil. « Émilie, écoutez-moi bien, » dit-il enfin, sa voix ferme comme un roc. La succession que vous avez abandonnée n'était pas celle de la famille d'Antoine. C'était celle de votre père. Il m'avait confié le vrai testament avant sa mort, pour le mettre en sécurité dans mon coffre. Antoine a dû fabriquer un faux document pour vous tromper. Les mots me frappèrent comme un éclair, illuminant l'obscurité de mon esprit. Un soulagement immense m'envahit, une vague chaude qui dissipa momentanément le froid glacial de la trahison. Mon père, cet homme sage et prévoyant, avait anticipé cela? Avait-il pressenti la duplicité d'Antoine? Mais ce soulagement fut vite teinté d'une rage sourde, bouillonnante, qui montait de mes entrailles comme une lave en fusion. Antoine n'avait pas seulement trahi notre amour, il avait profané la mémoire de mon père, transformant son legs en un outil de manipulation. J'y raccroché, le cœur battant, et me mis à réfléchir des heures durant. Je sortis sous la pluie fine qui persistait, marchant le long de la Seine, sentant le vent froid fouetter mon visage, piquant mes joues rougies. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs écharpes, me frôlaient sans me voir, mais je me sentais vivante pour la première fois depuis des jours. Les eaux du fleuve clapotaient contre les quais, un rythme hypnotique qui accompagnait mes pensées tourbillonnantes. Antoine m'avait manipulé émotionnellement avec une habileté diabolique. Il m'avait fait douter de ma valeur, me convainquant que mes succès professionnels étaient des fardeaux pour notre famille.
Tu es trop sensible, Émilie, disait-il souvent après une dispute, me serrant dans ses bras pour mieux m'étouffer. Maintenant, je voyais clair, c'était une stratégie pour me briser, pour m'isoler de mes amis, de mon réseau, me rendant dépendante de lui seul. J'y ai repensé aux soirées où il annulait nos invitations chez des couples amis, prétextant ma fatigue. Repose-toi, ma chérie, tu travailles trop. En réalité, il m'éloignait, tissant une toile de solitude autour de moi. Les appels que je n'avais pas passés, les messages ignorés, tout cela formait un pattern clair, une campagne systématique pour me diminuer. Assise sur un banc mouillé face au Louvre, dont les pyramides de verre scintillaient sous la bruine, je commençais à noter ces mensonges sur mon téléphone, reconstruisant le puzzle pièce par pièce. Les absences prolongées, justifiées par des voyages d'affaires, les parfums étrangers sur ses cols de chemise, les regards fuyants lors des dîners familiaux. Chaque détail, autrefois insignifiant, prenait maintenant une signification accablante. Pour confirmer mes soupçons, je passais des appels anonymes à des amis communs, utilisant un numéro masqué pour ne pas alerter Antoine. « Oh, Émilie, on se demandait où tu étais passée », répondit une ancienne collègue lors d'un appel. « Antoine nous a dit que tu étais surmenée, en dépression même. » Ces mots me transpercèrent, révélant l'étendue de sa calomnie. Puis, avec un ami de la banque, Sophie ? Oui, elle et Antoine sont inséparables depuis des mois. On pensait que vous étiez en instance de divorce. La confirmation de l'affaire avec Sophie, qui durait depuis des mois, me frappa comme un coup de poing, mais au lieu de m'effondrer, elle alluma une étincelle en moi. La conscientisation était douloureuse, comme une plaie qui s'ouvre, laissant couler le pus de l'illusion, mais elle purifiait aussi, révélant la vérité crue. Les nuits suivantes furent agitées, hantées par des cauchemars où je revivais la scène chez le notaire, les applaudissements, le baiser, les regards moqueurs. Je me réveillais en sueur, le cœur palpitant, serrant les draps comme une bouée dans une tempête. Mais au lever du soleil, quand les premiers rayons filtraient à travers les volets, une détermination naissait en moi, timide d'abord, puis grandissante. Je n'étais plus la victime passive, la femme trompée qui pleurait dans l'ombre. J'étais Émilie Moreau, avocate impitoyable, fille d'un homme qui m'avait légué non seulement une fortune, mais une force intérieure. Je ne le laisserais plus me détruire, au contraire, je transformerais cette douleur en arme. Dès le retour à l'appartement, je commençais à planifier. Je cachai les notes sur mon téléphone dans un dossier crypté, contactai discrètement une détective privée pour rassembler des preuves d'infidélité, relevés bancaires, photos, témoignages. Chaque action était un pas vers la libération, un fil que je tirais pour défaire la toile qu'Antoine avait tissée. En marchant dans les rues de Paris, sous les lumières des vitrines de Noël qui commençaient à s'allumer, je sentais une énergie nouvelle m'envahir. La ville, avec son effervescence éternelle, les couples enlacés sur les ponts, les artistes de rue croquant des portraits me rappelaient que la vie continuait, que j'avais le pouvoir de réécrire mon histoire. Et la rage se muait en résolution, une flamme qui consumait les doutes. Je repensais à mon père, à ses derniers mots, « Sois forte, Émilie, ne laisse personne te définir ». Il avait vu clair en Antoine, peut-être, et son testament était plus qu'un legs financier, c'était un bouclier. Assise au café de Flore, sirotant un espresso amer qui reflétait mon humeur, je jurais intérieurement de riposter. La conscientisation n'était pas une fin, mais un commencement, de la femme blessée émergerait une guerrière. Les nuits agitées cédaient la place à des aubes pleines de promesses, et tandis que la Seine coulait inlassablement, emportant les débris de mon passé, je me préparais à l'affrontement. Antoine ignorait encore la tempête qui s'annonçait, mais moi, je la sentais monter, irrésistible. 72 heures après l'humiliation chez le notaire, le temps semblait s'être contracté en un seul battement de cœur interminable. 3 jours où je n'avais presque pas dormi, où chaque nuit était peuplée de visions de Sophie comptant les millions sur son téléphone, d'Antoine m'embrassant elle devant moi, des applaudissements des héritiers résonnant comme des coups de fouet. 3 jours où j'avais oscillé entre une rage incandescente et un désespoir glacé, mais où quelque chose de nouveau avait grandi en moi, une certitude froide, tranchante comme une lame neuve. Je ne pouvais plus rester dans cette maison qui puait le mensonge. Ce matin-là, un jeudi gris et venteux de décembre, je pris rendez-vous avec Maître Duval dans son étude du 7e arrondissement, un immeuble discret au volet vert près de l'église Saint-Thomas d'Aquin. L'air sentait la pluie imminente et le pain chaud des boulangeries voisines. Je traversai Paris en taxi,
les enfants déposés à l'école avec un baiser plus long que d'habitude, comme si je voulais déjà leur dire au revoir à l'ancienne vie. Dans le bureau de l'avocat, au mur couvert de livres reliés cuir et de portraits d'ancêtres sévères, je signai les papiers du divorce sans hésiter. Puis il ouvrit le coffre-fort encastré derrière un tableau de Marine, le vrai testament de mon père, intact, authentique, avec ses scellés rouges et sa signature tremblante des derniers jours. Des millions en biens immobiliers en Provence, des actions, des comptes suisses, tout me revenait, exclusivement. Antoine avait forcé ma signature pour rien. Il avait gagné un fantôme point en sortant de l'étude, je sentis l'air froid me fouetter le visage comme une bénédiction. Paris bruissait autour de moi, les klaxons, les passants pressés, les vitrines de Noël qui scintillaient déjà. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais profondément. La fortune était sauve, mais plus important encore, ma liberté était à portée de main. Point le soir même, Antoine rentra tard, comme toujours désormais. L'appartement était plongé dans une lumière tamisée, les enfants déjà couchés. Il entra dans le salon, desserrant sa cravate, l'air fatigué mais satisfait, persuadé d'avoir triomphé. Il puait le parfum de Sophie, ce mélange floral sucré qui me donnait désormais la nausée. Il posa son manteau sur le dossier d'une chaise, se servit un whisky sans m'en proposer, et s'assit en face de moi, un sourire suffisant aux lèvres. « Alors, ma chérie, tu vas mieux ? Tu as signé, c'est fini. On peut tourner la page. » Sa voix était mielleuse, paternaliste, comme s'il parlait à une enfant capricieuse. Il croyait avoir gagné. Il croyait que j'allais me recroqueviller, accepter, disparaître. Je le regardais droit dans les yeux, calmement. Mon cœur battait fort, mais ma voix ne trembla pas. « Où étais-tu ce soir, Antoine ?» Il rit, un rire léger, arrogant. « Avec des amis. »« Arrête ta paranoïa, Émilie. Tu sais que je travaille dur pour nous. » C'était le déclic. Ce mensonge de trop, ce mépris à peine voilé. Je me levai lentement, pris l'enveloppe posée sur la table basse et la lui tendis. « C'est fini, Antoine. Je sais tout. » Son visage blêmit instantanément. Il ouvrit l'enveloppe, parcourut les documents du divorce, les yeux écarquillés. Puis il tomba sur la copie authentifiée du vrai testament. Ses mains se mirent à trembler. Il leva les yeux vers moi, incrédule. « Qu'est-ce que... Tu as forcé ma signature pour rien, Antoine. C'était l'héritage de mon père. Pas le tien. Jamais le tien. » Il bégaya, la voix rauque, « Ce n'est pas possible. » Le notaire. Les cousins, tout était faux. Tu as monté une mise en scène grotesque pour me voler ce qui me revenait de droit. Et tu as embrassé ta maîtresse devant moi pour enfoncer le clou. Tu croyais que j'allais m'effondrer ? Il se leva d'un bond, furieux, le visage rouge. Tu ne peux pas faire ça. Les enfants. La maison. Tout ce qu'on a bâti ensemble. Ce qu'on a bâti, répétai-je, la voix plus forte. Tu as tout détruit, Antoine. Année après année, avec tes critiques, tes mensonges, ton contrôle. Tu m'as fait douter de moi, tu m'as isolé, tu m'as humilié publiquement. C'est terminé. Je montai à l'étage, ouvris les armoires, sortis les valises. Il me suivit, tentant de m'attraper le bras. Émilie, attends. On peut parler, arranger ça. Je me dégageai fermement. Non. Plus un mot. Je réveillai doucement Louise et Julien, leur expliquai que nous allions passer quelques jours chez tante Claire à Versailles, que c'était une petite aventure. Ils étaient encore ensommeillés, confiants, et me suivirent sans poser trop de questions. Antoine resta figé dans le couloir, le visage décomposé, tandis que je chargeais les valises dans le taxi qui m'attendait en bas. Le point de rupture était là, brutal, libérateur. Des années de manipulation culminaient en cette explosion silencieuse mais irréversible. Mon cœur battait la chamade, un mélange de peur viscérale et d'une exaltation que je n'avais pas ressentie depuis des lustres. Peur de l'inconnu, peur pour les enfants, peur de la solitude. Mais surtout une libération profonde, comme si on m'ôtait un corset que je portais depuis 15 ans. Le taxi roula dans la nuit parisienne, les lumières des ponts sur la Seine défilant comme des souvenirs qu'on laisse derrière soi. Je serrai mes enfants contre moi, sentant leur petit corps chaud, leur respiration régulière.
J'avais tout perdu, l'illusion d'un mariage heureux, la confiance en l'homme que j'avais aimé, mais j'avais sauvé l'essentiel, ma dignité, mon avenir, et la possibilité de leur offrir une mère forte, non plus brisée. En arrivant chez ma sœur Claire, dans sa grande maison de Versailles aux volets bleus, elle m'ouvrit sans un mot, me prit dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait », murmura-t-elle. Les enfants coururent dans le jardin malgré leur tardive, excités par le changement. Moi, je m'assis sur le perron, regardant les étoiles au-dessus des arbres centenaires. Paris brillait au loin, une mer de lumière symbolisant un nouveau départ. Plus de contrôle, plus d'humiliation, plus de mensonges. J'y sentis une force intérieure surgir, puissante, presque animale, comme un phénix déployant ses ailes, des cendres encore chaudes. Cette décision, prise en quelques heures mais mûrie dans la douleur de mois entiers, marquait la fin de ma soumission. J'étais brisée, oui, des éclats de mon ancien moi jonchaient le sol derrière moi. Mais je choisissais de me reconstruire, pierre par pierre, loin de sa toile d'araignée émotionnelle. Dans la chambre d'amis que Claire m'avait préparée, je m'allongeai enfin, épuisée. Les larmes coulèrent encore, mais elles étaient différentes, des larmes de deuil pour ce qui avait été, mais aussi de soulagement. Je fermai les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, je ne rêvais pas d'Antoine. Je rêvais de moi, debout sur un pont de Paris, le vent dans les cheveux, libre. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages, dorant les jardins de Versailles. Je bus mon café sur la terrasse, regardant Louise et Julien jouer avec leurs cousins. Antoine avait déjà appelé 10 fois, envoyé des messages suppliants. « Reviens, on peut tout effacer. » Je n'avais pas répondu. Pas encore. J'avais besoin de ce silence, de cet espace pour respirer. Je n'étais plus la femme qui avait signé en tremblant chez le notaire. J'étais Émilie, entière, debout, prête à affronter ce qui viendrait. Le point de rupture n'était pas une fin. C'était le premier pas d'une longue marche vers moi-même. Antoine ne s'avoua pas vaincu si facilement. Le lendemain de mon départ, alors que j'étais encore chez ma sœur Claire à Versailles, mon téléphone se mit à vibrer sans relâche sur la table de la cuisine, au milieu des bols de céréales des enfants et de l'odeur réconfortante du café frais. Les notifications s'enchaînaient comme une rafale, des messages vocaux, des SMS, des appels. Je laissai d'abord sonner, le cœur serré, mais curieuse malgré moi de sa réaction. Quand je finis par écouter le premier message, sa voix, d'habitude si maîtrisée, était brisée, larmoyante. « Émilie, reviens à la maison. » C'était une erreur stupide. Je t'aime, toi et les enfants. Pense à eux, s'il te plaît. Il alternait les supplications douces avec des accents de désespoir théâtral, comme s'il jouait une scène qu'il avait répétée devant un miroir. J'y ai supprimé le message, mais les suivants arrivèrent plus pressants. « On peut tout arranger. » Sophie n'était rien, un moment d'égarement. Je vais la quitter immédiatement. Puis, quand je continuais à ignorer, le ton changea. Les menaces voilées pointèrent. « Si tu persistes dans cette folie, je te ruinerai en justice. Les enfants resteront avec moi, tu verras. » Il connaissait mes failles, savait appuyer là où ça faisait mal. Mon estomac se noua, une partie de moi, celle qui avait vécu 15 ans à ses côtés, vacilla un instant. Et si je me trompais? Et si les enfants souffraient vraiment? Mais je raccrochai, tremblante, et bloquai temporairement son numéro. Je respirais profondément l'air frais du jardin de Versailles, où Louise et Julien couraient après les feuilles mortes emportées par le vent de décembre. Claire, ma sœur aînée, toujours si calme et lucide, posa une main sur mon épaule. « C'est du classique, Émilie. Il essaie de reprendre le contrôle. Ne cède pas. » Ces mots me fortifièrent, comme un rempart contre la tempête qui s'annonçait. Les jours suivants, Antoine passa à l'offensive. Il se présenta au cabinet Lefebvre et associé un après-midi, vêtu de son costume le plus élégant, les yeux rougis pour feindre le remords. Ma secrétaire m'appela, paniquée. « Madame Moreau, votre mari est ici. Il insiste pour vous voir. » Je refusai d'abord, mais il fit un scandale discret dans le hall, parlant assez fort pour que mes collègues entendent. « Ma femme traverse une crise, elle est instable. Aidez-moi à la raisonner, s'il vous plaît. » Quelques têtes se tournèrent, des murmures circulèrent. L'humiliation inversée, cette fois-ci, il voulait me faire passer pour la folle, la paranoïaque. Je descendis finalement, le regard froid, et le fis sortir dans la cour intérieure. « Ne reviens jamais ici, Antoine.
C'est fini. Il tenta de me prendre la main, des larmes dans les yeux. Émilie, je t'en supplie. Mais je me dégageai et rentrai, le laissant seul sous la pluie fine. Mes collègues me regardèrent avec compassion, certains savaient déjà des bribes de l'histoire. Je tins bon, stoïque, mais intérieurement, chaque tentative me coûtait point chez Claire, les soirées étaient plus paisibles. Les enfants s'adaptaient étonnamment bien, Julien construisait des forts avec ses cousins dans le grenier, Louise dessinait des princesses guerrières qui ressemblaient étrangement à moi. Je recevais pourtant une lettre recommandée, l'avocat d'Antoine contestait le testament de mon père, alléguant une influence indue et demandant une expertise graphologique. C'est du bluff pur, me rassura maître Duval au téléphone. Il n'a aucune chance. Votre père était parfaitement lucide. Mais la menace plana, comme une épée de Damoclès, me rappelant qu'Antoine ne lâcherait pas facilement l'os. Il essaya ensuite de reconquérir le contrôle par notre cercle social. Il contacta nos amis communs, un à un. Lors d'un appel avec Marie-Laure, une vieille amie du lycée, elle me rapporta, gênée, Antoine m'a appelé hier. Il dit que tu exagères tout, que tu es hystérique depuis la mort de ton père. Il pleurait au téléphone, Émilie. Il raconte que tu l'as quitté sur un coup de tête. D'autres échos me revinrent, au dîner où nous étions invités ensemble autrefois, il apparaissait seul, le visage grave, expliquant que Émilie a besoin de repos. Il me dépeignait comme une femme fragile, instable, pour retourner l'opinion contre moi et me pousser à revenir, tête basse. Mais je contre-attaquai, calmement, méthodiquement. J'envoyais des preuves discrètes à notre cercle le plus proche, des captures d'écran de messages ambigus avec Sophie, des relevés de dépenses suspectes sur des hôtels pendant ses voyages d'affaires, des témoignages de collègues de la banque qui confirmaient leur liaison depuis des mois. Lentement, son masque tomba. Marie-Laure me rappela, « Mon Dieu, Émilie, je suis désolée. » Je n'imaginais pas. D'autres amis prirent leur distance avec lui. Son empire de manipulation, bâti sur le charme et le mensonge, commença à s'effriter. Le point culminant fut une séance de médiation imposée par le juge aux affaires familiales, dans une salle neutre du palais de justice de Paris, aux murs beiges et à l'atmosphère étouffante. Antoine arriva en avance, impeccablement coiffé, mais les cernes sous ses yeux trahissaient ses nuits agitées. Quand nous nous assîmes face à face, séparés par la table et la médiatrice, il fondit en larmes dès les premières minutes. Sophie n'était rien, Émilie. Une erreur. C'est toi que j'aime, depuis toujours. Sa voix se brisa, il tendit la main vers moi par-dessus la table. Reviens. On peut reconstruire. Pour Louise et Julien. Ces mots sonnèrent faux, comme un disque rayé. Je sentis la rage monter, chaude et vive, mais je la contins. Tu dis ça maintenant? Après m'avoir humilié devant ta famille? Après avoir essayé de me voler l'héritage de mon père? Après des mois avec elle? La médiatrice nota tout, impassible. Je refusai catégoriquement ses avances, énumérant calmement les faits, l'infidélité, la manipulation financière, l'humiliation publique. Antoine baissa la tête, vaincu pour la première fois. Quand la séance se termina, il resta assis, prostré, tandis que je sortais dans le couloir froid du palais, l'air me semblant soudain plus léger. Chaque tentative d'Antoine pour me reconquérir le rendait plus désespéré, plus visible dans sa faiblesse. Il perdait ses alliés, son aura de banquier intouchable. Sophie, d'après ce que j'appris par un contact commun, commençait à s'éloigner, flairant la chute. Lui, qui avait toujours contrôlé chaque aspect de notre vie, se retrouvait nu, exposé. Et moi, à chaque assaut repoussé, je m'endurcissais. Comme un bouclier forgé dans le feu de la trahison, ma résistance grandissait. Les nuits chez Claire, je dormais mieux, les cauchemars s'estompant. Les enfants, protégés dans cette bulle familiale, riaient à nouveau sans contrainte. J.E. transformait sa réaction en carburant pour mon indépendance. Chaque message ignoré, chaque menace déjouée, chaque larme feinte qu'il versait était une victoire. Je commençais à envisager l'avenir, un appartement pour nous trois, peut-être dans le Marais, lumineux et libre. Je repris mes dossiers au cabinet avec une énergie nouvelle, mes plaidoiries plus acérées que jamais. Mes collègues le remarquèrent, tu as l'air différente. Plus forte. Je souriais sans répondre. Antoine perdait pied, son monde s'écroulant pierre par pierre.
Il m'envoya encore des fleurs, des roses rouges, comme au début de notre histoire, avec une carte. Pardonne-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je les offris à Claire, sans un mot. Plus il essayait de tirer sur les ficelles, plus je m'élevais au-dessus de lui, loin de son emprise. La femme qu'il avait tenté de briser se relevait, inébranlable. Je n'étais plus la proie, j'étais devenue la chasseuse de ma propre liberté. Les semaines passèrent, et ses tentatives s'espacèrent, devenant plus pathétiques. Un soir, il se gara devant la maison de Claire, attendant dans sa voiture sous la pluie. Quand je sortis chercher les enfants, il descendit, trempé. Émilie, juste une minute. Je le regardai, calme. Non, Antoine. C'est fini. Va-t'en. Il remonta dans sa voiture, vaincu, et partit sans un mot. J'y rentrai, serrai mes enfants contre moi, et sentis enfin la paix m'envahir. Il avait tout essayé pour reconquérir le contrôle, mais à chaque fois, je m'étais fortifié. La toile qu'il avait tissée autour de moi pendant des années se déchirait irrémédiablement. Et moi, je volais enfin. 6 mois plus tard, le divorce fut prononcé dans une salle austère du tribunal de grande instance de Paris, par un jour de printemps où les marronniers du boulevard du Palais éclataient en fleurs roses. Le juge, une femme aux lunettes sévères, lut la décision d'une voix monocorde: partage des biens selon les règles légales, garde alternée des enfants, pension calculée au plus juste. Antoine était assis de l'autre côté de la salle, amaigri, les traits tirés, son costume autrefois impeccable maintenant un peu trop large. Il ne me regarda pas une seule fois. Quand tout fut fini, il signa les papiers sans un mot et sortit rapidement, comme s'il fuyait un lieu maudit. Moi, je restai un instant assise, sentant un poids immense s'envoler de mes épaules. C'était officiel, j'étais libre. Grâce à l'héritage intact de mon père, je pus déménager sans attendre. Je choisis un loft lumineux dans le Marais, rue des Francs-Bourgeois, avec des poutres apparentes, des parquets anciens restaurés et de grandes fenêtres donnant sur une cour intérieure pavée où un magnolia centenaire déployait ses branches. L'endroit sentait encore la peinture fraîche et la liberté. Louise eut une chambre rose pâle avec un bureau pour ses dessins, Julien une pièce bleue remplie de maquettes d'avions et de livres sur l'architecture. Pour la première fois, notre maison n'était qu'à nous, pas de regard critique sur les dépenses, pas de contrôle sur la décoration, pas de tension dans l'air. Les matins, nous prenions le petit déjeuner sur la grande table en chêne, avec des croissants de la boulangerie voisine et des rires qui résonnaient librement. Les enfants s'épanouissaient, Louise gagnait en assurance, Julien posait moins de questions anxieuses sur « quand papa reviendra-t-il pour de bon ?» Professionnellement, je pris un risque que je n'aurais jamais osé du temps d'Antoine. Je quittai le cabinet Lefebvre et Associés pour fonder le mien, Moreau et Associés, un petit bureau élégant rue du Temple, spécialisé en droit des femmes victimes d'abus économiques et psychologiques dans le cadre conjugal. L'idée m'était venue pendant les longues nuits chez Claire, quand je relisais mes propres notes sur la manipulation financière d'Antoine. Je voulais transformer ma douleur en arme pour d'autres. Les premiers clients arrivèrent par le bouche à oreille, des femmes comme moi, trompées, dépouillées, humiliées, mais prêtes à se battre. Chaque victoire encourt un partage équitable obtenu, un testament frauduleux démasqué, une pension alimentaire imposée me rappelait ma propre bataille. Je plaissais avec une passion nouvelle, la voix plus ferme, les arguments plus acérés. Mes associés, 2 jeunes avocates brillantes que j'avais recrutées, disaient en riant « Émilie, tu es devenue une lionne inarrêtable. » Et je souriais, sachant qu'elles avaient raison. Antoine, lui, chutait. Les rumeurs de la banque parlaient d'une rétrogradation, puis d'un licenciement déguisé en départ négocié. Ces investissements hasardeux, financés en partie par l'espoir de mettre la main sur mon héritage, s'étaient effondrés avec la vérité révélée. Sophie l'avait quitté dès que les millions illusoires s'étaient évaporés, elle vivait maintenant avec un collègue plus jeune et plus prometteur. On me raconta qu'Antoine occupait un appartement modeste à Boulogne-Billancourt, loin du luxe du 16e arrondissement. Son arrogance, autrefois si éclatante, s'était brisée net. Lors des remises d'enfants, il arrivait en retard, les yeux baissés, murmurant à peine un « bonjour ». Louise et Julien le voyaient encore, bien sûr, mais il revenait toujours plus serein de chez moi, disant « chez maman, c'est plus calme ». Un soir de juin, alors que le soleil couchant baignait Paris d'une lumière dorée, je reçus un dernier message d'Antoine. Un simple SMS. « Pardonne-moi, Émilie.
J'ai tout perdu. Je m'assis sur le balcon du loft, un verre de rosé frais à la main, regardant les toits de zinc scintiller. Les enfants jouaient dans le salon, leur rire montant jusqu'à moi comme une musique. Je tapais ma réponse, lentement, calmement, c'est fini, Antoine. Vis ta vie, je vis la mienne. Puis j'effaçais son numéro. Je raccrochais symboliquement, libéré une fois pour toutes. Paris, autrefois prison dorée où chaque rue me rappelait un dîner tendu, une critique voilée, une absence suspecte, devint mon terrain de jeu. Je marchais des heures dans les jardins du Luxembourg, sentant le soleil chaud sur ma peau, observant les enfants naviguer leurs petits bateaux sur le bassin, les couples enlacés sur les bancs verts. La ville respirait avec moi, vivante, généreuse. Les amis revinrent, ceux qui avaient hésité pendant la tempête. Nous dînions dans des bistrots animés du Marais, rions fort, parlions de tout sauf du passé. Ils admiraient ma résilience. Tu es rayonnante, Émilie. On dirait une autre femme. Et je l'étais un jour, lors d'une promenade au marché des enfants rouges, je rencontrai Marc, un architecte discret aux yeux gris et au sourire doux. Nous parlâmes longtemps de restauration de bâtiments anciens, de la lumière dans les lofts parisiens, de nos enfants. Il ne précipita rien, ne posa pas de questions sur mon passé. Nous prîmes un café, puis un autre, puis des dîners. Mais je pris mon temps. Plus jamais je ne dépendrai émotionnellement d'un homme pour me sentir entière. Marc le comprit, et cela me plut. Les nuits solitaires dans mon grand lit, autrefois hanté par le vide à côté de moi, étaient maintenant emplies d'une paix profonde. Je lisais jusqu'à tard, écoutais de la musique jazz, écrivais dans un journal les victoires de la journée. Plus de regrets, plus de « et si ». La trahison d'Antoine m'avait forgé dans un feu intense. D'une femme humiliée, diminuée, je m'étais transformée en une force inébranlable, autosuffisante, joyeuse. Un soir d'été, je montais sur le toit-terrasse de l'immeuble avec les enfants. Paris s'étendait devant nous, scintillant de mille lumières, la tour Eiffel qui clignotait, Notre-Dame en reconstruction, les ponts enjambant la Seine comme des liens d'argent. Louise dessina la vue sur son carnet, Julien pointa les monuments qu'il reconnaissait. Je les serrai contre moi, sentant leur chaleur, leur confiance. J'avais tout reconquis, ma vie, ma dignité, mon avenir. La manipulation d'Antoine n'avait été qu'un chapitre sombre, clos à jamais. Maintenant, j'écrivais le mien, page après page, pleine d'autosuffisance, de lumière et de joie pure. Le phénix s'était élevé haut, très haut, et rien ni personne ne pourrait plus jamais m'éteindre.